Donc, je vais vous présenter aujourd'hui électrophorèse des protéines sériques, l'intérêt et l'utilité de cette méthode dans les laboratoires de biologie clinique d'aujourd'hui. On va d'abord répéter le principe d'électrophorèse, on va voir quelle pathologie on peut détecter avec quelques exemples et finalement on va voir des indications pour cette analyse. Électrophorèse des protéines sériques est une méthode de séparation basée sur la migration différentielle des solutés sous un champ électrique. Si on utilise électrophorèse capillaire, cette séparation se fait dans des tubes de silice de petit diamètre et le mouvement d'un soluté A séparé est le résultat de deux phénomènes différents, électrophorèse et aussi électroosmose sur les parois des capillaires. Ici, vous pouvez voir une partie de notre laboratoire où on effectue électrophorèse capillaire. C'est une analyse automatisée qui dure 20-25 minutes et on effectue environ 200 électrophorèses des protéines sériques par jour. Ici, vous pouvez voir expression des résultats comme électrophérogramme. Il y a différentes fractions, albumine, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gamma fraction. Les analyses sont analysées par UV et représentées comme un pourcentage du total, mais on peut donner aux cliniciens aussi des valeurs absolues grâce à dosage des protéines sériques totales préalables au corlab de chimie médicale. On peut aussi donner aux cliniciens rapport entre albumine et globuline, ce qui peut être intéressant dans certaines situations. La sensibilité d'électrophorèse des protéines sériques pour la détection d'une paraprotéine, ce qui est une indication principale, est entre 500 et 2000 mg par litre en fonction de sa migration. Ici, j'ai mis un tableau avec les protéines sériques les plus importantes et leur migration. En fonction d'une augmentation ou diminution d'une fraction ou l'autre, on peut suspecter les différentes pathologies. Par exemple, si on voit une augmentation de alpha 1 et alpha 2 globuline ou migre principalement des protéines de phase aiguë d'inflammation comme alpha 1 antitrypsine, orosomucoïde, céruloplasmine, alpha 2, macroglobuline et aptoglobine, on peut suspecter une inflammation aiguë. Par contre, si on voit une augmentation des gamma globulines ou migre principalement immunoglobuline IgG, IgA et IgM, on peut donner aux cliniciens commentaires hypergamma-globulinémie et on peut les orienter vers un diagnostic différentiel tout à fait différent. En conséquence, on peut exprimer aux cliniciens la présence ou suspicion de différentes pathologies. Et je voudrais vous montrer quelques exemples. Ici, vous pouvez voir un profil tout à fait normal. Il y a aspect normal et aussi des valeurs absolues et relatives de toutes les fractions sont tout à fait normales. C'est ici. Par contre, ici, on voit un profil avec une augmentation de alpha 1 et alpha 2 chez une femme hospitalisée en gériatrie avec CRP 122 mg par litre et il s'agit de pneumonie multilobaire sous antibiotiques. Donc, il s'agit d'une inflammation aiguë. On doit faire attention tous les jours lorsqu'on interprète inflammation aiguë parce que souvent, chez les patients avec inflammation aiguë, aussi bêta de fraction est élevé parce qu'il y a aussi des protéines de phase aiguë d'inflammation. Mais bêta de fraction est aussi une fraction où peuvent migrer des paraprotéines. Donc ici, vous pouvez voir deux profils tout à fait différents. Sur le premier profil, il y a augmentation de bêta 2 fractions, mais aussi alpha 1 et alpha 2. Sur le deuxième profil, vous pouvez voir augmentation de bêta 2, mais sans augmentation de alpha 1 et diminution des gamma-globulines. La première patiente, c'est une femme qui a CRP 127 mg par litre et positif aussi procalcitonine et son diagnostic infection des voies respiratoires avec immunofixation négative.
Par contre, le deuxième profil appartient à un patient avec myélome multiple à IgA kappa monoclonal sous thérapie et son paraprotéine migre en bêta-2 fraction. On demande souvent les cliniciens à répéter l'analyse si on détecte une augmentation de bêta-2 fraction. Ici, il y a une autre pathologie, augmentation des gamma-globulines de façon polyclonale. Qu'est-ce que ça veut dire si on donne ce diagnostic différentiel aux cliniciens? Vous pouvez voir ici une statistique de Mayo Clinic des pathologies qui peuvent être présentées comme hypergamma-globulinémie polyclonale. Ce sont surtout des maladies hépatiques, mais aussi conjonctivite, cancer et des infections chroniques. Et dans cette situation, c'est aussi intéressant de regarder ratio entre albumine et globuline pour s'orienter plutôt vers pathologie hépatique, par exemple. Donc, on revient vers notre patiente avec hypergamma-globulinémie. C'est une femme avec diminution des plaquettes, entre autres, augmentation de GGT, et le dosage positif à éthanol à répétition et son diagnostic est une cirrhose mixte d'origine alcoolique et post-virale. Mais ici, sur cette image, on ne voit pas vraiment un pont bêta-gamma qui est typiquement décrit chez les patients avec cirrhose déjà bien établie. On le voit ici, sur ce profil, vous pouvez voir un pont entre bêta-2 fraction et gamma fraction. Et il s'agit d'une cirrhose d'origine éthylique. Mais de nouveau, c'est un travail quotidien des biologistes distinguer entre pont bêta-gamma et entre la situation où, dans la même position, peuvent migrer des paraprotéines, comme c'est le cas ici. Dans cette situation, on peut détecter IgA kappa monoclonal qui migre entre bêta-2 et gamma fraction. Ici, vous pouvez voir un autre profil très souvent détecté dans notre laboratoire, c'est une hypogamma-globulinémie, diminution des gamma-globulines. Cette pathologie peut être innée, comme sont des déficits immunitaires B primitifs, mais aussi acquises, beaucoup plus souvent, chez les patients traités par exemple, immunosuppresseurs ou chimiothérapie, mais aussi chez les patients avec lymphoprolifération et surtout myélome. Je voudrais seulement attirer votre attention au fait que hypogamma-globulinémie peut être une seule présentation de myélome à chaîne légère libre, parce que chaînes légères libres sont souvent difficilement visibles ou pas visibles seulement par électrophorèse des protéines sériques. Il faut aussi faire attention à valeurs de référence pédiatrique des gamma-globulines qui sont assez différentes par rapport des valeurs de référence des adultes. On revient vers notre patiente, c'est un homme avec élévation de créatinine, mais calcium est plutôt un peu diminué. Et on peut voir une augmentation de kappa et lambda libre sérique polyclonale, ce qui correspond à insuffisance rénale. Mais même si on applique valeur de référence de rapport kappa lambda pour les patients avec insuffisance rénale, ce rapport est toujours élevé. Et en réalité, c'est un patient avec une gammapathie monoclonale. D'abord, il était diagnostiqué avec maladie de Randall et plus tard avec myélome multiple à chaîne légère libre kappa. C'est aussi la raison pour laquelle dans notre laboratoire, si immunofixation sérique est demandée chez un patient avec hypogamma-globulinémie, en général, cette immunofixation est acceptée. Ce profil était très difficile à couper, mais si on s'aide avec notre courbe de référence, on peut obtenir ce profil avec albumine très diminuée, par contre alpha-2 globuline élevée. Il s'agit d'une patiente avec protéinurie 12 grammes par 24 heures et son diagnostic est syndrome néphrotique dans le cadre d'une amyloïdose AA. Donc ça, on peut voir aussi sur électrophorèse des protéines sériques. Et souvent, on voit aussi profil oligoclonal, la présence d'au moins 3 bandes au pic, souvent en gamma fraction. Diagnostic différentiel de profil oligoclonal est aussi large. Ce sont des maladies hépatiques, auto-immunes,
cancer, mais aussi infection chronique. Et on peut aussi voir ce profil chez les patients greffés et traités par immunosuppression où il faut faire attention sur la présence d'une immunoglobuline monoclonale prépondérante et le signaler. Ces patients sont suivis. Notre patient a pas seulement un profil oligoclonal, mais aussi hypergammaglobulinémie. C'est une patiente à infection VIH diagnostiquée en 2012 et plus suivie, plus traitée depuis 4 ans. Et en général, chez les patients après une transplantation des cellules souches, ce profil est de bon pronostic. On peut décrire et signaler d'autres situations et pathologies aux cliniciens, par exemple une suspicion à déficience en alpha-1 antitrypsine. Ça peut être intéressant chez les patients avec atypique pneumopathie ou hépatopathie, mais l'indication principale d'électrophorèse des protéines sériques est un dépistage et suivi de gammapathie monoclonale. Gammapathie monoclonale, on détecte, si on trouve une présence d'immunoglobuline monoclonale dans le sérum ou dans les urines, ce qui témoigne la prolifération d'un clone de plasmocytes. Et on peut diviser gammapathie monoclonale dans 3 groupes, des maladies malignes, prémalignes et de basse charge tumorale. Ici, vous pouvez voir encore une fois une statistique de Mayo Clinic de leur gammapathie monoclonale diagnostiquée pendant presque 50 ans. Ça a été publié par Wilrich et Katzmann en 2016 et ils ont divisé des gammapathies monoclonales, comme j'ai déjà dit, dans 3 groupes, des pathologies malignes, le représentant principal est myélome multiple, des pathologies prémalignes avec gammapathie de signification indéterminée et aussi low tumor burden, basse charge tumorale, par exemple amyloïdose primaire. Mais ça a été publié en 2016 et on est 6 ans plus tard. Et ici, vous pouvez, via UpToDate, trouver un petit tableau qui nous montre pathologie associée avec gammapathie monoclonale et un autre tableau qui reprend plutôt classification pathologique de gammapathie monoclonale de signification clinique, ce qui est nouveau nom pour basse charge tumorale. Ça veut dire des pathologies avec présence de petits clones des plasmocytes, pas beaucoup de paraprotéines, difficilement visualisées par électrophorèse, mais à traiter. D'où vient l'importance de développer des méthodes beaucoup plus sensibles dans le domaine des gammapathies monoclonales. Dans notre laboratoire, après électrophorèse des protéines sériques, on effectue pas seulement immunofixation sérique classique selon des critères dynamiques. Ça veut dire s'il y a une pathologie sur électrophorèse ou des antécédentes, mais on effectue aussi immunofixation sérique systématique si électrophorèse est normale et si les cliniciens ont une suspicion à gammapathie monoclonale de signification clinique, sous condition de renseignements cliniques obligatoires. Ici, seulement pour vous montrer où se trouve électrophorèse des protéines sériques entre les autres méthodes de détection et suivi des gammapathies monoclonales. Donc, jusqu'à 1 mg par litre, vous pouvez avoir sensibilité des techniques sériques qui détectent produits de sécrétion comme un marqueur indirect. Électrophorèse se trouve dans ce groupe des analyses. Par contre, à partir de 1 mg par litre, il faut s'orienter vers la méthode beaucoup plus sensible qui détecte plutôt des cellules tumorales comme un marqueur direct. Électrophorèse des protéines sériques est la première analyse à demander si on a une suspicion à gammapathie monoclonale, si il y a un pic visible, une pathologie visible. Ce pic ou paraprotéine migre surtout en gamma ou bêta fraction, rarement en alpha 2. Et comme j'ai déjà dit, il y a par contre des situations où paraprotéine n'est pas visible ou difficilement visible par électrophorèse. Ce sont des paraprotéines à chaîne légère libre, paraprotéines à IgD et aussi des paraprotéines qui migrent en bêta fraction et qui sont cachées derrière bêta 1 et bêta 2 fraction normale. Donc, la sensibilité de l'électrophorèse pour la détection de paraprotéines reste beaucoup moins importante que sa spécificité. Et dans la réalité, il faut souvent
combiner électrophorèse des protéines sériques avec les autres méthodes pour détecter une pathologie ou l'autre. Ici, par exemple, vous pouvez voir si on veut détecter 100% des myélomes, on doit combiner électrophorèse des protéines sériques et dosage de chaîne légère libre. Par contre, si on veut détecter 100% des gammapathies de signification indéterminée, on doit aller beaucoup plus loin et rajouter immunofixation sérique et aussi des analyses urinaires. Si on détecte une paraprotéine possible, un pic sur électrophorèse. Vous pouvez voir ici un pic en gamma fraction. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose à faire est effectuer une immunofixation sérique pour confirmer le diagnostic et aussi pour déterminer l'isotype de immunoglobuline pour le suivi. Ici, il s'agit de IgM lambda monoclonal. Et la deuxième chose à faire est quantifier ce paraprotéine, donc intégrer le pic. Il existe deux modes d'intégration principaux. C'est un mode tangentiel et mode orthogonal. On utilise dans notre laboratoire plutôt mode tangentiel, mais pas toujours. Les deux modes ont des avantages et des désavantages. Récemment a été publiée une étude qui a comparé les deux modes, leur recouvrement d'une paraprotéine de la concentration connue en fonction de cette concentration, en fonction de la migration de paraprotéines et aussi en fonction de profil de patient. Est-ce que c'est un patient hypogammaglobulinémique ou hypergammaglobulinémique? Et en général, les deux modes sont assez similaires, mais il y a quand même quelques situations où il y a différence entre les deux. Par exemple, ici, vous pouvez voir paraprotéine d'une faible quantité. Par définition, c'est une paraprotéine non mesurable, ça veut dire moins que 10 grammes par litre migrant en gamma fraction. Donc, faible quantité, on utilise un mode orthogonal chez un patient avec hypergammaglobulinémie et on peut avoir une surestimation jusqu'à 400% de la valeur vraie. Dans ces situations, ce n'est pas vraiment le mode idéal, mais en général, ces deux modes sont assez comparables. Encore quelques chiffres, mais importants chiffres. Encore une fois, Katzmann a publié en 2011 des variations biologiques, analytiques et totales de différents analytes qui sont importants pour la détection et suivi des gammapathies monoclonales. Et, récemment, cette étude était répétée par Evliaglou et publiée en 2019. Et il a déjà utilisé des méthodes plus récentes qu'on utilise aussi dans notre laboratoire aujourd'hui. Et vous pouvez voir qu'ils ont obtenu plus ou moins les mêmes résultats. Variation totale d'intégration de M-protéines est la plus basse, c'est probablement la meilleure méthode comment suivre des patients stables. Et c'est très important aussi pour déterminer reference change value, ça veut dire valeur en pourcentage, valeur de changement de analyte pour obtenir une différence statistiquement significative. Donc pour quantification par électrophorèse des protéines sériques, on doit obtenir 27% de différence pour pouvoir dire qu'il s'agit vraiment d'une différence statistiquement significative, une augmentation ou diminution, ce qui n'est pas le cas pour les autres analytes. C'est très important parce que ça se traduit dans les recommandations internationales. Ici, vous pouvez voir des recommandations internationales pour le suivi de myélome multiple et pour déterminer la réponse à la thérapie ou la progression de la thérapie. Et toutes ces recommandations pour électrophorèse des protéines sériques commencent à partir de 25% de changement. Qu'est-ce qu'on peut faire après électrophorèse des protéines sériques? En fonction de situations spécifiques, de contexte clinique, on peut demander immunofixation sérique, on peut demander immunofixation urinaire ou dosage de chaîne kappa lambda dans le sérum.
Et la dernière slide que je voudrais vous montrer, ce sont des indications pour cette analyse. Il y a différentes propositions des indications. Ici, vous pouvez voir les indications, recommandations pour les indications françaises qui ciblent surtout des signes de CRAP, donc anomalie de l'hémogramme, hypercalcémie, insuffisance rénale et aussi douleur osseuse ou fracture pathologique. Mais on peut aussi demander cette analyse si on veut diagnostiquer, comme vous pouvez voir ici aussi, cirrhose non compliquée préalablement avant des consultations et des analyses plus spécialisées. On peut demander cette analyse aussi s'il y a des infections à répétition, donc on veut exclure une hypogammaglobulinémie. On peut demander cette analyse aussi s'il y a une neuropathie, mais beaucoup plus d'autres situations où on peut avoir une suspicion à gammapathie monoclonale à signification clinique et aussi polyarthrite à expliquer où on veut exclure hypergammaglobulinémie et une auto-immunité éventuelle. Mais il y a d'autres indications qui sont très, très logiques et intéressantes, comme par exemple augmentation de valeurs protéines sériques totales. Il y a après des recommandations plus spécifiques pour les patients traités pour des gammapathies monoclonales. Et vous pouvez voir que sérum, électrophorésis et immunofixation sont toujours obligatoires aussi pour déterminer la réponse et aussi pour identifier relapse éventuel. C'est tout de ma part. Merci beaucoup pour votre attention.